Chômage, pauvreté, faillite, arrêtons le massacre, carton rouge à nos politiques, changeons nos élus. Tout de suite les raisons avec le collectif Carton Rouge. Chers amis, chers ennemis, Yorana, bienvenue sur Carton Rouge Télévision. Le collectif citoyen Carton Rouge a décidé de produire une série de débats traitant des grands problèmes qui détruisent la Polynésie française. Dans chacune de nos émissions, les porte-paroles du collectif Carton Rouge, à savoir Pierre Marquezini, Gaston Tétoanoui, William Tofa, répondront à nos questions en compagnie d'un expert choisi pour ses connaissances et ses expériences dans le domaine choisi. Le premier thème dont nous allons débattre est la caisse de prévoyance sociale. Rappelons très rapidement ce qu'est la prévoyance sociale. D'abord, la caisse a été créée en 1956, le régime d'assurance maladie en 1974, le régime de retraite en 1987 et la PSG en 1995. Il y a 264 000 ressortissants, le nombre de cotisants c'est 60 000, le nombre d'employés de la caisse de prévoyance sociale est de 496 personnes. Un paramètre a fait polémique récemment, à savoir la masse salariale de la CPS. La masse salariale de la CPS, est de 3 318 millions. Le salaire moyen étant de 568 930 francs, 3 fois le SMIC. Le budget administratif de la Caisse pour 2011 était de 4 624 millions. En 2010, la CPS a versé 107 milliards à ses ressortissants, mais elle n'a collecté que 102 milliards. Elle souffre d'un déficit de 5 milliards. Le déficit global de la CPS étant estimé à 22 milliards. Se pose alors le thème central de notre émission. Que s'est-il passé depuis ces dernières années ? Depuis ces dernières années, la CPS a fait beaucoup parler d'elle. À son sujet, de nombreuses questions se posent. La CPS est-elle en danger ? La CPS dispose-t-elle de suffisamment de réserves pour payer les retraites ? La gestion de la CPS fait-elle l'objet d'abus, de malversations ? Ou plus prudemment, la CPS est-elle gérée dans le respect de la loi ou dans le respect de ses statuts ? Nous terminerons enfin notre débat avec les solutions pour lesquelles se battent les membres du collectif Carton Rouge. Jean-Pierre, vous êtes un ancien directeur du Trésor, un ancien directeur des finances publiques à la fois de l'État et après plus tard du pays. Vous avez une connaissance approfondie des fonctionnements des finances publiques locales. Très récemment, vous avez conseillé le syndicat des médecins libéraux dans le cadre du conflit les opposant à la caisse de prévoyance sociale. Entre 80 et 84, élément extrêmement important, vous avez mis en place les réformes des finances et de l'État et des communes ainsi que des établissements publics relevant de l'État. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec Pierre Marquezini. Le 29 mars dernier, Pierre, vous avez déposé une plainte contre X dans le cadre de la gestion de la CPS. Alors, pourquoi avoir déposé une plainte contre X dans le cadre de la gestion de la CPS ? Bonjour, d'abord, merci de nous recevoir et nous allons pouvoir sûrement débattre en faisant de cette émission sûrement la seule émission qui aujourd'hui va pouvoir nous permettre de bien expliquer la totalité de nos démarches. Alors pourquoi cette plainte a été déposée ? L'ARDEC a reçu dans sa boîte postale 392 Papeete les dossiers qui lui permettent de dire que les fonds de réserve sont en danger et donc d'agir immédiatement parce que aujourd'hui la situation est extrêmement grave. Alors naturellement les documents que nous avons reçus, je les ai devant mes yeux. Donc c'était une convocation d'urgence de la Commission des affaires immobilières et des placements de la CPS en date du 24 janvier 2012. Alors naturellement quand on apprend, quand on lit tout ce qui est à l'intérieur de ces documents, on s'aperçoit que les gens qui dirigent cette commission, notamment M. Daniel Palax, ou je ne sais plus très bien son nom, sont des amateurs en placement et nous font perdre de l'argent de ces fonds de réserve. Alors nous avons sous les yeux que l'appel d'offres n'est pas présent lors de cette réunion, qu'il y a des risques majeurs pour la caisse et que l'argent que nous avons perdu en 2011 est extrêmement important. Donc là, on a déjà un schéma qui nous permet de dire ces gens-là jouent avec les fonds de réserve. Donc en jouant avec les fonds de réserve, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la caisse ne sera plus en
conditions de pouvoir assumer les paiements, non seulement des retraites, mais peut-être des allocations familiales et encore moins le suivi de notre hôpital qui nous coûte très très cher. Alors les fonds de réserve, qu'est-ce que c'est? Ce sont les fonds de réserve que nous avons cumulés avec nos cotisations et aujourd'hui on s'aperçoit qu'il en manque énormément. Alors on nous dit qu'en 2008 on a perdu 1 milliard. Et on nous dit que ça continue largement en 2009. Alors, comment savoir la vérité? Et comment peut-on continuer à dire que ces gens-là gèrent les fonds de réserve alors qu'ils les dilapident et les perdent? Alors, bien évidemment, notre association a déposé cette plainte en espérant qu'il y va y avoir une enquête approfondie et que tous les administrateurs de la CPS vont pouvoir largement s'expliquer auprès des enquêteurs pour nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait de nos milliards. Merci. Merci Pierre. Notre expert, Jean-Pierre, chez Buisson, vous avez rédigé récemment une note qui analyse la situation en matière de fonds de réserve de la Caisse. Et vous soutenez qu'aujourd'hui, la CPS devrait disposer de 50 milliards de réserves, alors qu'elle ne dispose, d'après un chiffre officiel, que de 17 milliards. Alors, Monsieur Buisson, que s'est-il passé? Parce qu'entre 50 milliards et 17 milliards, il y a un trou de 33 milliards, et c'est du gros argent, et c'est de l'argent public, c'est de l'argent des cotisants. Avez-vous une explication pour que nous puissions comprendre où sont partis ces 33 milliards, ou pourquoi y a-t-il ce manque à gagner de 33 milliards? Tout d'abord, c'est pas seulement un gros argent, c'est un drame pour la population, parce que ces cotisations et ces réserves servent à garantir le régime pour tous ceux qui, pendant des années et des années, ont cotisé. Quand on parle de 50 milliards qu'il devrait y avoir, c'est parce que les cotisations, les réserves ont été constituées depuis bien longtemps et doivent être placées de manière absolument garantie par la Caisse. Les règles de placement sont des règles anciennes, elles n'ont pas été élaborées par hasard. Et si il y avait un texte de 56 qui servait de base à ces placements, c'est bien justement pour se prémunir, entre guillemets, des tentatives des uns et des autres de spéculer avec des fonds comme ceux-là, au risque de les voir disparaître. Bien évidemment, ici, on est spécifique, on a changé ces textes, on s'est autorisé des placements dont on voit aujourd'hui les résultats. C'est ça le seul problème. Et encore une fois, on a, effectivement, M. Marchesini a parlé de gens qui jouent avec notre argent. Quelque part, je suis à peu près sûr que malheureusement, ils n'ont pas pris la mesure des risques qu'ils encouraient en plaçant les fonds au-delà ou ailleurs que ce que la loi, normalement, aurait dû les autoriser seuls à faire. Donc il manque dans les caisses de la CPS. Il doit manquer une bonne trentaine de milliards de francs, voilà. Alors que la CPS a un problème de trésorerie annuel de l'ordre de 1 milliard, quelque chose comme ça? Non, bien plus que ça. On y reviendra tout à l'heure. La CPS est devenue une immense usine à gaz qui échappe à tout le monde parce que les administrateurs n'ont pas été en mesure d'évaluer, entre guillemets. Monsieur Buisson, vous venez de dire une usine à gaz qui échappe à tout le monde. Comment peut-on accepter que des fonds publics puissent être pas maîtrisés ou être gérés d'une façon aléatoire ou imprudente? Comment c'est possible ça? Qui est-ce qui permet ça? Qui est-ce qui autorise ce genre de situation? C'est interdit. Le système mis en place en Polynésie, mais de la même manière, on pourrait stigmatiser l'argent public qui passe par le budget du territoire. On y reviendra tout à l'heure de manière générale, mais la CPS n'est qu'un exemple, entre guillemets, de ce qui se fait dans ce territoire depuis malheureusement environ 25 ans. On ne sait que faire des machines qui permettent de manier des sommes folles de manière totalement inconséquente. Est-ce que les personnes qui sont en charge quotidiennement de la gestion financière de la CPS sont compétents? Est-ce que par le passé, les membres du conseil d'administration, est-ce que les différents directeurs qui se sont succédés, qui sont aujourd'hui aux manettes de la Caisse de prévoyance sociale, ont-ils suffisamment de compétences ou de formation pour gérer des sommes aussi énormes? Et je le répète, la CPS étant la colonne vertébrale de la politique sociale de notre pays.
Bon, soyons clairs, j'étais administrateur de la CPS pendant d'assez nombreuses années et à ce titre, j'ai participé là aussi à la réorganisation de la CPS administrative et budgétaire, financière et comptable. À l'époque, il y avait des gens qui étaient tout à fait soucieux et je crois très compétents pour diriger la CPS. Regardons aujourd'hui quelle est l'origine et quelles sont les formations des gens qui dirigent la CPS. Comment sont nommés les différents directeurs, comment sont nommés les différents responsables. Et à qui rendent-ils de compte ? Dans la mesure où vous avez un organisme qui gère plus de 100 milliards de francs, dans quasiment le plus grand secret, parce qu'on en est là. La CPS est contrôlée par la Cour des comptes quand même. C'est tout récent ça. Ça date d'il y a 2 ans. Ok. Ah, auparavant, il n'y avait aucun contrôle. Auparavant, pour des raisons que j'ignore, la Chambre territoriale des comptes considérait que la CPS ne relevait pas de sa compétence. Alors qu'une décision du Conseil d'État de 1934 a clairement indiqué que les fonds les cotisations sociales étaient des fonds publics sociaux et comme tels soumis aux réglementations de la réglementation des finances publiques. Sauf ici. Monsieur Tétoinouille, Gaston. On va passer le micro à notre ami Gaston. Entre 2000 et 2004, vous avez été administrateur, au même titre que M. Buisson d'ailleurs, mais des dates différentes. Vous avez été administrateur de la Caisse de prévoyance sociale. Quel est le rôle d'un administrateur de la Caisse de prévoyance sociale ? À quoi ça sert ? Un administrateur de la Caisse de prévoyance sociale. Quand on entend ce qu'on entend, on se demande à quoi ça sert. C'est une bonne question. Le rôle d'un administrateur, c'est de représenter les cotisants de la caisse, et j'étais au régime des non-salariés, c'est-à-dire la caisse où cotisent les patentés et le patronat. Donc nous sommes là à faire des propositions, c'est une force de proposition. Cette force de proposition de 2000 à 2004, il y avait... Combien d'administrateurs il y a à la CPS en tout ? En tout, dans le régime des non-salariés, il y a 12 administrateurs et en tout et un président. Et en tout dans les 3 régimes, il faut compter une 50aine d'administrateurs. Waouh, ça fait du monde, hein ? Ça fait beaucoup de monde. Ça fait du monde, ça fait beaucoup de gens qui font le travail d'une façon particulière. Oui, et je retiendrai 2 choses que nous avons mis en place, évidemment, pour protéger la caisse, protéger les cotisations, protéger les frais médicaux, les allocations familiales. La première, nous avons mis en place la maîtrise des dépenses de santé médicalisées. À votre époque, Monsieur Tétoinouille, comment étaient prises les décisions de gestion de la CPS, comment étaient prises les décisions d'investissement, le choix d'investissement des fonds de réserve? Comment c'était fait? Qui prenait la décision? En fait, il y a une commission avec un président, cette commission immobilière de placement, présidée à l'époque de 2000 à 2004, je me rappelle bien, c'est M. Brown Ortega qui est le président. Il était président de la commission? Qui était président de la commission des immobilières et des placements. Et il a eu à traiter de placements aléatoires comme ceux qu'ont décrit M. Marquezini ou pas? Par exemple, le terrain Papineau, où est aujourd'hui érigé le CEFI, c'est un terrain de la CPS, ça a été pris en compte par cette commission de dire que c'est un investisseur privé qui allait réaliser les travaux du bâtiment, par la suite racheté par la caisse. Pour moi, c'est aussi complètement déviant puis indigne de pouvoir faire réaliser, alors même que la caisse, c'est une caisse, une institution, une vraie institution qui brasse des milliards et capable d'être promoteur, investisseur. Je comprends. Monsieur Tétoigny, vous êtes 50 administrateurs. 50 personnes. Parmi les 50 personnes, il y en a au moins, allez, mettons qu'il y en ait 1 sur 10 qui a eu conscience ou qui a eu conscience des problèmes. Pourquoi personne n'a dénoncé ce que vous dénoncez aujourd'hui? Pourquoi ce silence? Nous avons dénoncé au régime des non-salariés, notamment, on était 3 à vouloir mettre par exemple en place pour protéger la caisse la feuille de soins électronique. Cette feuille de soins électronique, c'était pour contrôler tout le monde. Il y a 3 acteurs à la caisse. Il y a donc le malade lui-même, les pharmaciens et les médecins.
La mise en place de cette feuille de soins électronique en 2003, nous l'avons votée. Il y a eu 9 administrateurs sur 12 qui ont refusé à ce qu'on contrôle la caisse. C'est quand même aberrant. C'est complètement aberrant. Mais, Monsieur Tétouanoui, qui est-ce qui décidait? Ce que je veux dire par là, c'est que l'argument qui a été avancé, c'était de dire que la caisse n'était pas prête. Ah, pas prête à quoi? À être informatisée, alors qu'on est en pleine révolution numérique aujourd'hui, tout est contrôlé numériquement. C'était un prétexte? C'est un prétexte parce que... Pour protéger une catégorie de personnes? Je dirais que les médecins à l'époque ont protégé ses confrères. Et au vu, au su de tout le monde, effectivement, c'est la raison pour laquelle nous avons mis la maîtrise des dépenses de santé. Mais cette maîtrise de dépenses de santé, c'est plus un bout de papier que personne ne respectait. Et en ce qui concerne les fonds de réserve, permettez-moi de revenir un peu sur le gros morceau en matière de finances. C'est arithmétique. 33 milliards, c'est pas 120 millions. Comment ça se passait, les placements? Qui est-ce qui décidait de faire ces placements? C'est la commission. Tout seul. Ah oui, c'est la commission. Il n'y a pas de contrôle. Les 50 n'avaient pas à voter. Il n'y a jamais eu de contrôle à la caisse de prévention sociale. Donc on manipule combien de milliards? Combien on manipule de milliards, Jean-Pierre? 100 milliards par an. On manipule plus de 100 milliards sans contrôle. Nous avons demandé à mettre en place l'audit. Et cet audit... il y a eu un audit. Oui, mais c'était l'inspection générale de l'administration. C'est une audit interne. C'était pas une vraie audit. Pour moi, c'est... Alors, qui décidait du montant? Qui décide du montant et de l'endroit où on place les fonds de réserve? Qui est-ce qui décide? Qui est-ce qui est responsable? C'est la commission. Aujourd'hui, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Donc, ils font une recommandation et le reste du conseil d'administration suit. Quel est le rôle du président dans ces cas-là? Pas du tout. Le conseil d'administration, normalement, ne suit pas. C'est-à-dire, c'est cette commission qui décide tout. Et validé par la suite par le conseil d'administration et validé par les élus aussi. Monsieur Tofa, vous avez suivi les différentes interventions de ces messieurs. Vous êtes un peu la voix de la raison autour de cette table. Vous avez une formation profondément religieuse. Ce que vous venez d'entendre autour de cette table, ça vous inspire quoi? À votre avis, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on a laissé faire ça? C'est quoi votre avis sur le sujet? Eh bien, il y en a télé carton rouge, on dit en tahitien, Tarita Oura. Voilà, c'est notre télé. Eh bien, on constate qu'aujourd'hui il y a un grand PAPA entre donc ceux qui sont malades, les médecins et puis la CPS. Et c'est une souffrance dans le public, dans la population de Polynésie. Et les journaux en ont parlé suffisamment de mauvais placements, par exemple. Tout le monde les a lus dans les journaux. Le gaspillage, l'augmentation des charges. On voit qu'actuellement, il y a réellement un déséquilibre de la CPS. On constate de plus en plus, il va y avoir une insuffisance de recouvrement des cotisations. Vous pensez qu'il va y avoir un problème rapidement ou pas? Mais forcément. Et quel genre de problème, monsieur Tofa? Quand aujourd'hui, moi en tant que président de la fédération, je constate qu'aujourd'hui nos entrepreneurs à 90% sont dans le rouge. Bientôt, ils ne pourront plus cotiser. Alors s'ils ne peuvent plus cotiser, il va y avoir justement un problème de recouvrement. Alors, on pense qu'il y a un désordre. Comme par exemple, dernièrement, je crois que c'était la semaine dernière, on lisait dans les journaux qu'un des membres du conseil d'administration s'est fait réparer ses dons pour une somme de 8 millions. Donc on se pose des questions, comment on peut réparer ses dons? Qu'est-ce qu'on a mis, je sais pas moi, des tonnes d'or ou des couronnes en or? Vous avez entendu parler de ce problème, oui, monsieur? On l'a lu dans les journaux. Est-ce que c'est le vice-président qui a été écarté du conseil dont on parle? On a le droit de dire son nom. Vous faites ce que vous voulez. Alors,
On a eu Monsieur Ménard qui il n'y a pas de censure Monsieur Ménard a été démissionné par Monsieur Alain Ménard. Et il a été démissionné par Monsieur Christophe Play qui voulait absolument clarifier la situation. Monsieur Play, c'est le président de la CGPME, je crois, et il a naturellement remplacé immédiatement cet administrateur par un autre administrateur. Mais pourquoi ? Parce que certaines personnes ont commencé à dire la vérité, c'est-à-dire les documents qui sont sortis, nous apprenons que les administrateurs avaient tous les soins de confort et tous les soins leur étaient absolument gratuits. Alors les implants dentaires, nous avons un dentiste qui travaille à la clinique Paofaille et qui fait des devis de 6 à 7 millions pour mettre ces implants. Et nous avons... C'est remboursé, ça. Ils ont fait passer ça dans la caisse maladie. C'est pour ça que c'est très difficile à prouver, parce qu'en réalité, la complicité et le cheminement de la facture par rapport à l'agent comptable fait que l'on ne peut pas découvrir qui a payé et comment ils l'ont payé. Donc on ne peut pas le prouver ? On ne peut pas le prouver parce que ça rentre dans le dossier médical et donc il y a le secret médical qui vient immédiément couvrir. Vous avez cité le nom d'un monsieur, vous ne pouvez pas prouver ce que vous dites, c'est un peu de la diffamation. Il a été démissionné sur ce procédé. Il est venu nous démontrer à la radio qu'il n'avait pas de dents dans son dentier. Tout le monde peut le voir. Oui, j'ai pas besoin de faire une expertise pour voir qu'il a un sourire absolument agréable et que tout a été refait dans sa bouche. Il faut pas prendre les gens pour des idiots. Ceci étant dit, il n'y a pas que lui. Il y en a d'autres. Il y a précisément à ce sujet. Il y a même des cheveux qui ont poussé sur la tête de syndicalistes sans qu'ils soient... J'avais prévu de vous poser la question des abus un peu plus tard dans cette émission, donc on va pas y revenir. On va y aller maintenant, bille en tête. Et c'est quoi les abus au sein de la CPS ? Est-ce qu'il y a des membres du conseil d'administration qui ont abusé ou qui ont tiré profit d'une façon anormale de leur position ? Laisse-moi conclure. Ah mais je vous en prie. Puisque la question a été posée, qui donc est responsable de ça ? Bon, je dis clairement, ce sont les administrateurs et les élus qui sont responsables de ce grand désordre. Les élus, que ce soit le politique. Le pays siège au sein du conseil d'administration, c'est le ministre des Affaires sociales qui gère comme administrateur ? Bon, moi je pense que les administrateurs sont nommés par un système de l'usine à gaz dont Jean-Pierre Buisson parlait. Effectivement, aujourd'hui on s'aperçoit que notre caisse est dirigée non pas par les plus compétents, mais par ceux qui sont peut-être des représentants. On voit beaucoup de syndicaux, enfin des gens qui sont dans les syndicats. Est-ce qu'ils sont représentatifs des cotisants, ces gens-là ? Non, tout ça c'est l'usine à gaz. Moi, ce que je voulais revenir un peu sur les abus, mais c'est vrai, sur des abus beaucoup plus significatifs. Les personnes se sont mal conduites, ils auront à répondre devant la DPU de leur mauvaise conduite. Mais si on revient sur les placements financiers... C'est une grosse partie de notre émission, on va aborder ce sujet. On a déjà perdu plusieurs dizaines de milliards dans les années précédentes, mais ce qui était important pour nous, c'était de dire, il reste 18 milliards, et pourvu qu'on ne perde pas ces 18 milliards. Et là, ça nous a interpellés, puisqu'on a appris que le choix était fait sur la société AXA qui devait placer les 10 milliards et que 8 milliards iraient dans les banques du territoire. Alors sur les 10 milliards que AXA doit avoir à gérer, on s'aperçoit que le portefeuille est composé de parts, enfin d'obligations sur l'Italie, sur l'Espagne et d'autres pays qui sont déjà déclassés. Donc on dit on a 10 milliards qui sont déjà en danger. Alors la garantie intrinsèque de la société AXA n'est pas démontrée. Il n'existe pas de garantie formalisée sur le retour du capital investi par la CPS. Donc on est bien en danger. Alors la société qui préconise de prêter ces 10 milliards, ça s'appelle la société Amadeus. Mais elle recommande de prendre des sociétés qui avaient en charge le placement de la CPS des années antérieures. Cette société, Pierre, qui a conseillé la CPS depuis 5-6 ans. C'est la même. Oui, bien sûr. Mais là, on apprend, c'est assez incroyable, que cette société nous a fait perdre de l'argent, mais on ne sait pas combien. Alors, Amadeus recommande un mandat de gestion sur le placement des 10 milliards, alors que la CPS sort difficilement d'une gestion de 5 ans, avec des pertes très importantes, pas encore justifiées par le gestionnaire. Alors, c'est bien l'agent comptable qui est responsable. En tout cas, moi, je vois des amateurs qui essayent de placer de l'argent. Moi, je suis persuadé que si demain vous me donnez 10 milliards, non seulement je vais en faire au moins 2, 3 ou 4% sans risque et j'aurai un retour avec des placements qui seront fructueux. Donc là encore, on a des amateurs qui sont en train de faire prendre des risques à nos pauvres 10 milliards qui restent. Ça, c'est vraiment la catastrophe.
On va essayer d'aborder ce sujet, parce que c'est un des axes centraux. C'est là où les sommes les plus importantes passent, ou sont perdues, où les manques à gagner sont identifiés. Il y a un article précis du règlement intérieur ou des statuts de la Caisse de prévoyance sociale qui prévoit et qui fixe les règles de constitution et d'emploi des réserves de la CPS. Il y a des règles. Alors je vais vous les lire très rapidement et après je demanderai à notre expert s'il pense que ces règles sont respectées. Alors, ce que dit le texte, les réserves de la Caisse doivent être investies dans des placements sûrs, dont il est attendu un remboursement intégral du capital et une rémunération en francs constants. Être consacrés, les fonds de placement, à des placements temporaires autorisant un retour du capital, la destination définitive de ces réserves est en effet d'assurer la couverture des prestations dont le paiement a été différé à terme. Alors, Monsieur Buisson, la CPS, si on en croit cet article, et nous ne l'inventons pas, c'est clair, net et précis, les réserves de la CPS ne peuvent pas être investies dans des placements qui ne sont pas sûrs. Alors, est-ce qu'on a, oui ou non, placé les fonds de la CPS dans des placements pas sûrs? Est-ce qu'on a violé ou pas la réglementation de la CPS en matière de placement des fonds? D'évidence, oui. Un placement sûr au sens bancaire ou financier habituel du terme, c'est un placement qui assure le remboursement intégral du capital placé, quelles que soient les circonstances. Donc là, quelque part, quand on a perdu de l'argent. Donc, on a transgressé la règle première, entre guillemets, des placements des fonds publics sociaux, qui est celui de la garantie absolue du retour du capital investi. Donc on a violé le règlement de la CPS. Totalement. Et apparemment, ce n'a pas été un cas isolé, puisque ça s'est perduré pendant plusieurs années. Donc, quelque part, on a pris des risques considérables. Donc les 50 personnes qui sont membres, ou qui ont été membres du conseil d'administration de la CPS, les quelques directeurs qui se sont succédés à la tête de la CPS, les quelques ministres qui ont été les ministres représentants du gouvernement au sein du conseil de la CPS, sont complices de la violation de cet article. Oui ou non? Je vois la dénégation de M. Tétouanoui. En principe, légalement, oui. Mais en réalité... Et pourquoi personne ne dit rien? Non, mais ils ne savent pas. Les administrateurs ne savent pas ce qui se passe. Ah non, mais il y en a quelques-uns qui doivent savoir. Un tout petit nombre. Oh, mais ceux-là même. Leur responsabilité peut-elle être engagée? Ceux qui savent, ce sont ceux qui prennent les décisions et qui touchent les rétrocommissions. Et c'est quoi vous venez de proférer une accusation extrêmement grave, Pas du tout. Moi, je constate simplement que lorsqu'on transgresse des textes, c'est qu'il y a un intérêt quelque part. Alors pourquoi? Ça peut être par bêtise. Hein. Non. La bêtise, elle a un bon dos. Quand on a fait une bêtise une année, on la fait pas 4 années ou 5 années de suite. Donc c'est qu'il y a d'autres intérêts. Alors moi, je pense Quels intérêts, les intérêts, ça s'appelle des rétrocommissions, ça s'appelle des apporteurs d'affaires. Ça veut dire que si vous faites faire un placement de plusieurs milliards à une compagnie, eh bien, il y a un pourcentage qui vous revient. Alors comment? Celui qui fait faire le placement, bien évidemment. Qui c'est qui fait faire le placement? C'est naturellement la commission qui est composée sûrement de 10 ou 15 personnes qui signent peut-être les yeux fermés, mais il y a toujours un président qui lui signe les yeux ouverts. Qui a été président de la commission des placements de la CPS? Deux têtes, au cours des dernières années. Alors, deux têtes. Dans cette histoire-là, nous avons plusieurs présidents qui se sont succédés. Monsieur Quito Bonortega était à la tête de cette commission. Monsieur Palax, aujourd'hui, est à la tête de cette commission. Lui-même, aujourd'hui, a été pris la main dans le sac, puisque on a là les documents qui nous ont été envoyés. Note sur la convocation en urgence de la commission des affaires immobilières et de placement de la CPS. Quelle est l'urgence? Il n'y a pas à prendre de l'urgence pour placer 18 milliards. Moi, je dis que quand on a 18 milliards à placer, on le fait en sérénité, on le fait en transparence et on prend le meilleur support. Alors là, ça s'est pas fait en sérénité, c'est fait en urgence. Et on prend pas les meilleurs supports, donc je dis il y a des rétrocommissions. Alors quel est le cadeau qu'on leur fait, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est trompé et tous les cotisants sont trompés. Alors s'ils sont incompétents, il y a la démission. S'ils sont dans les affaires, comme je pense qu'ils sont dans les affaires, il y a des rétrocommissions. J'espère que l'enquête va le prouver et je pense que ces gens-là iront à Noutania. Voilà comment je vois les choses. Monsieur Tétouanoui,
les conséquences de ces débordements, de ces pertes, de ce manque à gagner, ça peut être quoi, à votre avis? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme conséquence à demain matin, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans? Le non-remboursement et des allocations familiales, les retraites qui ne seront plus payées. Il y a un risque sérieux de ne plus pouvoir payer les allocations, les prestations familiales? Tout à fait. Aujourd'hui, d'ailleurs, le pays est en faillite. La caisse aussi, pratiquement, puisqu'il ne rembourse plus aujourd'hui le tiers payant. Et la crainte de la population, effectivement, Carton Rouge dénonce toutes ces actions au sein de la caisse même, notamment les salaires des agents de la CPS. Nous l'avons dernièrement dénoncé par voie de communiqué. Oui. 4,6 milliards pour payer 495 agents, ce qui est énorme. 3 milliards 318 millions. Non, les 3 milliards, c'est pour les médecins. Non, c'est la masse salariale. La masse salariale est 3 milliards. La masse salariale de la CPS, excusez-moi, précisément. La masse salariale est de 3 milliards 318 millions. Et le fonctionnement est de 4 milliards 600. Ça, c'est le budget administratif de la caisse, qui est de 4 milliards 624 millions. Oui, c'est le budget de fonctionnement qui est énorme. C'est énorme. Combien ça? 7%, 10%? Ça représente 7% des sommes du fonctionnement, en fait. Alors, donc la crainte de la population, c'est effectivement le non-remboursement des frais médicaux, les allocations familiales et les retraités, c'est leur salaire, c'est la retraite qui sera payée demain. C'est ça la crainte. Alors, depuis le début de cette émission, de part et d'autre autour de cette table, on assiste à un festival, entre guillemets, de révélations qu'on n'entend pas ailleurs, qu'on n'entend pas dans les journaux, qu'on n'entend pas dans les radios et encore moins à la télévision. C'est ce qui va être tout à fait réglé comme problème avec Carton Rouge Télévision, qui va être diffusé sur Internet. Maintenant, pour être bien clair vis-à-vis de nos téléspectateurs, l'ensemble des propos qui sont évoqués à la lumière de pièces qui sont, pour la plupart d'entre elles, des extraits de procès-verbaux, de conseils d'administration de la Caisse de prévoyance sociale. Donc ce ne sont pas des vues de l'esprit, ce ne sont pas des fantaisies. Ce que vous venez d'entendre, et la rédaction de Carton Rouge en est témoin, c'est le résultat d'une étude de différents procès-verbaux des conseils d'administration de la Caisse. Alors, rapidement, je vais lire un tout petit extrait du procès-verbal de la Commission des affaires immobilières et des placements de la CPS en date du 24 janvier 2012. C'est pas il y a 10 ans, c'était il y a 1 mois. Le contenu de cette note, je vais essayer de m'exprimer clairement et calmement, apporte un éclairage. On en a parlé ensemble avant le début de cette émission, un éclairage que je qualifierais pour ma part de terrifiant. Alors, en voici quelques extraits. Donc, on parle, et ce que je lis, c'est une partie de ce qui est dit par les administrateurs responsables de cette commission. Il est important de revoir en profondeur le placement des fonds de réserve de la CPS en intégrant l'incapacité pour la Caisse d'effectuer un contrôle réactif et pertinent. C'est français, c'est clair et c'est net. Il est aussi important de constater que les placements effectués depuis 2008, pas hier matin, ont été pris à risque, c'est-à-dire, comme nous l'expliquait M. Buisson, en parfait antagonisme et en parfaite violation des textes et des principes. Donc les placements ont été effectués depuis 2008 à risque, au travers d'établissements bancaires ou d'assurances européennes, et que cette solution ne peut plus être reconduite dans le contexte économique mondial. Moi, j'aimerais bien revenir sur un point qui est le procès-verbal de la réunion de la commission de santé élargie du 27 octobre 2000. Et là, la Caisse de prévoyance sociale prenait connaissance d'un rapport qui était le rapport de Loy-Tétouche, et il y avait là présent les personnes que je vais vous citer, parce que c'est un peu trop facile de dire que ces gens-là n'étaient pas... Quelle est la date du document, là, vous lisez ?
27 octobre 2000, c'est-à-dire que on va faire... Oui, il y a 12 ans, donc tout le monde était parfaitement informé et toutes les personnes qui étaient présentes à cette réunion ont été informées. Alors j'ai là par exemple Jean-Michel Garrigue, j'ai Madame Armelle Merceron, j'ai Monsieur Quito Bron Ortega, j'ai tous ces gens-là qui étaient donc présents et à qui on a dit, Monsieur Patrick Leboucher, qui était quand même le directeur adjoint de la CPS, on a Madame Mayana Bambridge qui elle-même a été en connaissance de ce dossier. Et qu'est-ce qu'on leur apprend à ces gens? Eh ben on leur dit que la clinique Paofaï a détourné plusieurs milliards. Alors naturellement, ça devrait choquer, ça devrait au minimum les faire réagir, puisqu'ils défendent la caisse et ils défendent nos cotisations. Et qu'est-ce qu'on apprend? Que la clinique Paofaï, par sa pharmacie, ne tenait pas de comptabilité. Je le laisse sous les yeux. Donc, la pharmacie ne tient pas... Excusez-moi Pierre, oui. Quel est le rapport entre la pharmacie de Paofaï et la CPS? C'est quoi le rapport? Eh bien, c'est que la CPS paye tout ce qui sort de la pharmacie et tout ce qui sort et tous les actes qui sont réalisés à la clinique Paofaï sont payés par nos cotisations. Donc, quand on va tricher sur les factures de la pharmacie, eh ben, c'est les cotisants qui payent. Donc, à partir de ce moment-là, les administrateurs auraient dû se constituer partie civile, voire déposer la plainte qu'il convient pour venir, défendre les cotisations. Si je vous comprends bien, Pierre, je vous interromps 30 secondes, a été constaté dans ce procès verbal un système de vol, peut-être, oui, un système, disons, très discutable. Les administrateurs ont constaté ce problème et ils n'ont rien fait. Dans le rapport, le rapport est sous mes yeux. En ce qui concerne les relations entre la pharmacie et la clinique, les ventes se font au prix des particuliers sans ristourne. Les médicaments sont livrés avec une marge imposée. La pharmacie ne peut pas consentir de remise à la clinique sur la vente des médicaments. Autrement dit, la clinique vend au prix fort à la CPS les médicaments alors qu'elle peut les acheter au prix de gros. Donc nous payons par nos cotisations des sommes faramineuses. Alors on apprend que la société SCI Cigogne a encaissé 75 millions, que l'autre a encaissé 110 millions, que monsieur et madame Fichter ont encaissé plusieurs centaines de millions, et que depuis 10 ans, ça fait 10 milliards de détournés de la CPS. Oui, ça dure depuis, bien sûr, et personne n'a déposé plainte. Par contre, nous avons fait le nécessaire, les gens se sont constitués en partie civile, nous avons attaqué ces personnes, et la clinique Paofaï a été condamnée à plusieurs reprises. Néanmoins, quand on voit les réflexions de M. Quito Bron Ortega dans ce rapport, qu'est-ce qu'il dit? Il dit très simplement... Monsieur Quito Bron Ortega pense que dans ce cas, on recherchera la responsabilité des gérants à titre personnel. Qu'est-ce qu'il a fait depuis 10 ans? Rien. Rien du tout. Admettons que le monsieur que vous citez n'ait rien fait, ses successeurs, parce que... Rien, personne, tous coupables et tous complices. Alors, je peux vous dire qu'Armelle Merceron, rien du tout. Alors, la clinique Paofaï continue à détourner les cotisations de la CPS encore aujourd'hui. Ça dérange personne. Mais allons-y gaiement. On peut faire des fausses factures, on peut louer des lits qui n'existent pas, on peut louer des chambres qui n'existent pas. Alors, les administrateurs, on leur dit, voilà, vous dirigez une caisse qui est volée, mais vous ne bougez pas. Et une question technique, après on prendra Gaston, à notre expert. 30 secondes. Quand des administrateurs prennent connaissance de ce qui pourrait être un délit, est-ce qu'ils ne sont pas tenus d'écrire au procureur de la République? Comme tout citoyen qui connaît un crime. Donc ils sont quelque part responsables aussi? Bien sûr. Monsieur Tétoani, vous étiez administrateur, vous saviez ça? Vous le saviez ça? Bien sûr. Et vous avez porté plainte? C'est la raison pour laquelle nous avons demandé à ce qu'on contrôle la caisse par la mise en place de la feuille de soins électronique. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé la mise en place de la maîtrise de dépenses médicalisées, signée par tous les médecins de l'époque. Et quand il y a eu le vote pour prendre cette résolution pour contrôler électroniquement la caisse et numériquement la caisse, ce sont les administrateurs majoritairement qui ont refusé le contrôle de la caisse. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pas renouvelé mon mandat après 2004. Je suis sorti de la caisse parce que je suis persuadé que cette caisse aujourd'hui, depuis des lustres, ne veulent pas être contrôlés, et les administrateurs qui sont aujourd'hui dans membres du conseil d'administration sont tous aujourd'hui pour moi des complices.
des complices de toutes ces exactions aujourd'hui. Si ce système était mis en place, il n'y aura pas les dérives. Les dérives qu'en décrit M. Marcosini, dans le cadre des établissements cités, ça n'existerait pas. Ça n'existerait pas. Très bien, mais il faut le mettre en place. Je voudrais en revenir. Merci pour ces éclaircissements, Monsieur Tétouanoui. On revient un petit peu au moment, à mon avis, un peu crucial de l'émission. On va continuer à appuyer sur ce problème des fonds de réserve. On va vous citer, je vais essayer de vous lire aussi clairement que tout à l'heure, un autre extrait qui va vous permettre de rebondir et vous le commenterez. Un autre extrait de ce procès verbal du conseil d'administration et notamment de la commission des affaires immobilières. Alors je vais vous lire cet extrait, c'est très court. Nous constatons que les opérateurs, c'est-à-dire les fonds gestionnaires choisis par la Caisse, la société Amédéis, dont vous parliez tout à l'heure, ainsi que la direction, sont toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'on nous explique que depuis 5 ou 6 ans, on garde les mêmes gestionnaires des fonds. On ne les change pas. Ça ne marche pas, on perd 1 milliard, mais on continue. Le dossier d'appel d'offres, parce qu'il y a un dossier d'appel d'offres qui a été fait donc il y a un petit peu moins d'un mois, semble avoir été fait par la société Amédéis elle-même. Autrement dit, il y a un appel d'offres qui est fait par la personne qui doit en bénéficier. C'est un peu spécial, ça. Par défaut de conseil, cette société a fait perdre de l'argent à la CPS et nous continuons à les consulter pour les placements futurs. Nous suivons même leurs recommandations. Et comment ça peut s'expliquer, ce genre de choses? On fait un appel d'offres, c'est la société qui va en être attributaire, qui fabrique et qui conçoit l'appel d'offres, et on continue à travailler avec une entreprise qui fait perdre à la Caisse, d'après vos calculs, d'1 milliard depuis les 20 dernières années. C'est de la folie, ça. Alors, voilà, soit les administrateurs, là, sont vraiment aveugles et sont sûrement incompétents, soit ils sont, on va dire, ils sont complices de quelque chose qui ne correspond pas aux besoins de la CPS. Donc, on soupçonne, bien évidemment, le pourquoi nous avons déposé la plainte, parce que il y a sûrement des rétrocommissions. Et on ne peut pas aujourd'hui identifier les personnes, quels sont leurs avantages, mais on peut pas, je ne peux pas penser que des personnes puissent faire confiance comme ça à des organismes qui nous ont fait perdre de l'argent et de recommencer sans qu'il y ait un intérêt à le faire. Donc la question est très simple. On attend maintenant que l'enquête fasse son travail, enfin que les enquêteurs fassent leur travail, et on nous couvrira sûrement qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation. Et on ne peut pas continuer à laisser faire les choses comme ça. Alors, on découvre tout ça à la CPS, on va dire, par rapport à la naissance du conflit des médecins, parce que sans le conflit des médecins, ce système continuerait à perdurer. On n'aurait pas à l'intérieur de la CPS 1 ou 2 administrateurs qui nous ont fait parvenir les documents. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a bien 2 ou 3 administrateurs qui ont une conscience et qui nous ont fait parvenir les documents justement pour qu'on les mette sur la place publique. Donc ça existe. Ces administrateurs étaient sûrement contre et ils ont dit, nous, on va dénoncer tout ça. Donc voilà pourquoi Carton Rouge demande la démission de tous les administrateurs, parce que nous sommes persuadés qu'à l'intérieur, il y en a quelques-uns qui ont une certaine conscience. Venons-en à une autre étape dans notre débat. Depuis le début de cette émission, vous avez, en utilisant des pièces, moi-même en lisant des textes, démontré qu'il y avait une situation alarmante, qu'il y avait eu des débordements au cours des 20 dernières années. Alors, Carton Rouge, vous avez dénoncé tout ça. Monsieur Marcosini, au titre de l'ARDEC, vous avez déposé une plainte devant la DPU, je crois, le 29. Carton Rouge, le collectif citoyen, réclame, vous pouvez le constater, des choses assez importantes au niveau de la CPS. Alors, quelles sont vos solutions? Parce qu'il ne s'agit pas tout simplement et à longueur de journée de dénoncer, d'être qualifié, entre guillemets, par vos détracteurs de fouteurs de merde. Est-ce que vous avez ou pas des solutions pour régler ces problèmes? Qu'il faut-il faire? Après, je poserai la même question technique à M. Buisson. Mais vous, en tant que Carton Rouge, quelles sont vos solutions? Comment peut-on arrêter l'hémorragie qui est en train de faire mourir la CPS? La maladie qui fait mourir la CPS, c'est la même maladie qui fait mourir notre pays. Alors, Carton Rouge, naturellement, a des solutions. La première solution, il faut que les administrateurs aujourd'hui démissionnent de leur poste parce que... Et vous les remplacez par qui?
Dans ce cas-là, effectivement, on les remplacer par qui? Par des gens plus propres, des gens plus... Et comment vous les choisissez, M. Tétouanoui, ces personnes? Pour moi, comme disait tout à l'heure Jean-Pierre, il n'y a pas besoin de 50 administrateurs déjà. Il faudrait cumuler un seul conseil d'administration avec 12 personnes, par exemple, et un président. J'ai cru comprendre, messieurs, que vous souhaitiez que les cotisants, William, entrent dans le conseil d'administration de la Caisse. Est-ce que c'est exact? Oui, bien. On peut passer le micro à M. Taufa, on vous le redonnera tout à l'heure. Eh bien, pour contrôler les fonds de la Caisse, pour ne pas qu'il y ait gaspillage ou alors des détournements de fonds, il est intéressant que le cotisant soit aussi fait partie aussi de l'administration de la CPS. Alors moi je voudrais vous répondre très clairement, si on veut aujourd'hui apporter des solutions à la CPS, ça passait naturellement par la connaissance de leur turpitude et le mettre à la vue et au su de tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on demande la démission des administrateurs de la CPS. Quant à la mise en place d'urgence d'un audit sur les comptes de la CPS par rapport à la plainte qui a été déposée, ça me paraît important que cet audit soit fait. Ensuite de ça, il faut nommer un administrateur judiciaire parce que cet administrateur judiciaire, lui, va nous dire exactement qu'est-ce qui s'est passé dans notre caisse et faire entrer les cotisants dans le conseil d'administration de la caisse. Pourquoi pas un représentant des retraités, mais en tout cas arrêter de mettre des syndicalistes qui n'ont jamais mis un sou de leur poche dans une entreprise sur le territoire pour créer un emploi, pour gérer les entreprises qui elles et les patrons qui ont eux mis de l'argent et qui aujourd'hui sont en difficulté pour créer de l'emploi. Alors si vous voulez sauver la caisse et si nous voulons sauver notre pays, d'abord Carton Rouge fait circuler une pétition qui dit et reprend nos actes forts pour faire en sorte que le territoire reprenne des couleurs et relance son économie, parce que la caisse sera sauvée par naturellement la reprise de l'économie et la création d'emplois, donc des richesses, vu que nous avons besoin de cotisants. Et pour avoir besoin de cotisants, il faut faire de l'emploi. Pour faire de l'emploi, il faut relancer et dynamiser notre secteur public. Le deuxième point, et c'est le plus important, le fer de lance du collectif Carton Rouge, c'est la mise en place du RSA, c'est-à-dire le revenu social actif, qui permettrait à toutes les personnes en difficulté d'avoir un minimum de 50 000 francs pour pouvoir vivre décemment. Et ça relancerait aussi la consommation. Je rappellerai que ça fait à peu près 3 milliards par mois qui rentreraient d'argent frais sur le territoire. Et le RSI, qui est la retraite sociale des indépendants, qui a été mise en place au 1er janvier 2012 en Nouvelle-Calédonie, qui apporterait entre 80 000 et 100 000 francs à tous les patentés, qui eux relanceraient aussi l'économie, puisque ça représenterait 3 milliards tous les mois. Autrement dit, voilà les solutions que nous préconisons. D'abord, mettre en place ces systèmes. 2, relancer l'économie du territoire au travers d'un système de financement extérieur. Et naturellement, mettre des hommes, on va dire, respectueux avec un sens de l'honneur et de ce qui doit être fait pour que les cotisations soient bien gérées. Bien. Monsieur Buisson, on passera le micro après à William Taufa. Du point de vue de la technique financière, quels sont les fonds et quelles sont les directions qui sont, sécurisées pour les fonds de réserve? Où est-ce qu'il aurait fallu, sans prendre de risques, et pour retrouver en francs constants le capital, comme l'indiquent et l'imposent les statuts de la CPS, où est-ce qu'il aurait fallu placer l'argent au lieu de le confier à des gens qui l'ont perdu? Où est-ce qu'il aurait fallu le faire? Bon, je vais m'intervenir là-dessus, mais je voudrais ensuite... vous êtes libre de parler, il n'y a pas de censure sur Carton Rouge Télévision. Largement le débat, parce que là, finalement, on est resté, entre guillemets, juste à dénoncer des travers des uns et des autres, sans véritablement aborder le fond du problème. Alors, pour les fonds de placement... Pour les fonds de placement... c'est trop court. Pour les fonds de placement de la CPS, c'est d'une simplicité biblique. Nous avons des réseaux, entre guillemets, dits de comptables publics. Il y a le Trésor public notamment, il y a la Caisse des dépôts de consignation, il y a la Caisse d'aide aux collectivités locales. On a la Banque de France. Nous avons aussi un certain nombre d'organismes publics et parapublics dont les emprunts sont garantis par l'État, ce qu'on appelle les blancs-bleus en général. Et je parle là, emprunts des grandes villes de France, emprunts de la RATP, de la SNCF et autres. Tout cela, c'est absolument sans risque, capital garanti et rendement absolument garanti. On n'a pas fait appel à ces gens-là. Parce qu'il y a pas à votre avis. Vous avez répondu.
Bon, maintenant, ça aurait réglé ce problème-là. Ça l'aurait non seulement réglé, mais ça aurait permis à tous les cotisants de la CPS d'être sûrs de l'avenir de la CPS. Et on aurait Or, combien ? au moins 50 à 60 milliards de réserves. Au lieu de 18. Une vingtaine, oui, à peine. Alors, 33 milliards en moins. Justement, je voudrais rebondir sur ce chiffre, parce que quelque part, quand on parle de la situation d'aujourd'hui de la CPS, avec environ 110 milliards de charges prévisibles pour l'année 2012, 17-18 milliards de réserves, c'est même pas un mois et demi de fonctionnement. Wow. Vous pouvez répéter ça calmement et clairement ? C'est mathématique. Avec environ 110 milliards de budget prévisible de charges pour l'année 2012, 18 milliards de réserves, ça ne représente que 1 mois et demi environ de fonctionnement. Ça veut dire que dans le système d'aujourd'hui, où les cotisations baissent à grande vitesse en raison de la débâcle économique, d'un côté, et de l'augmentation simultanée des demandeurs d'allocations familiales ou de bénéficiaires du système de la solidarité. Nous sommes dans un système où, à 18 ou 24 mois environ, la CPS sera peut-être mise en faillite. Voilà la réalité de la situation d'aujourd'hui. Mais le problème, et je voudrais déborder justement un petit peu les diatribes entre les médecins, la CPS ou même tout ce qu'on peut dire à propos des uns et des autres. Le problème aujourd'hui, c'est celui du financement de la PSG. On a mis en place un système social généralisé. On a mis en place un système qui est structurellement déficitaire. Si aujourd'hui la CPS a un déficit global général de plus de 20 milliards de francs, ce ne sont pas les quelques centaines de millions qu'on pourra récupérer sur la CPS, sur le meilleur fonctionnement de la CPS, ou sur quelques honoraires de médecins qui changera les choses. Comme tout à l'heure, par rapport, entre guillemets, à quelques médecins déviants, par rapport aux milliards qui nous manquent, nous n'en sommes pas là. Le problème de la PSG, c'est en milliards de francs que se pose le problème chaque année. Et ce que l'on peut reprocher aux administrateurs de la CPS, c'est que, à défaut d'informations sur le fond, ou à défaut d'informations sur une longue période, ils ne se sont chaque année penchés sur les comptes de la CPS qu'à travers la vision immédiate du prochain budget. Donc, quelque part, ils ont essayé de rogner à gauche, à droite ce que l'on pouvait faire, sans s'apercevoir qu'en fait, le trou était antérieur et allait se creuser de plus en plus vite. Mais aujourd'hui, avec un déficit globalisé de plus de 20 milliards de francs, la situation n'est plus de quelques centaines de millions à piquer aux uns et aux autres. Il est à examiner et exiger la refonte totale du financement de la PSG. À défaut de quoi, c'est tout le système de la solidarité en Polynésie qui va sauter. Et ce n'est pas dans 107 ans, c'est à échéance de 18 à 22, on va dire 2 ans et demi. Mais avec toutes les conséquences que ça entraînera, aussi bien sur le plan de la santé, les soins, les secours aux personnes à éducation familiale et de la solidarité en général. Voilà. Il mériterait une émission à soi tout seul. Alors, je vais vous demander chacun 1 minute pour le mot de la fin. Parce qu'on atteint vraiment les délais limites du raisonnable pour une chaîne de télévision libre et non censurée sur Internet. Donc vous avez 1 minute chacun pour une petite conclusion. S'il vous plaît, Monsieur Tétouanoui. Oui, il y a les chiffres qui m'interpellent. Par exemple, 270 000 habitants, 60 000 cotisants. Donc il y a 210 000 qui ne cotisent pas à la caisse. Et ces chiffres sont préoccupants pour nous aujourd'hui. Mais en tout cas, le régime des non-salariés qui ne propose pas de retraite pour les patentés
Il y a une solution aujourd'hui qui est la mise en place de la retraite sociale des indépendants, et que le courrier est entre les mains du gouvernement, et cette caisse et cette retraite est payée par un groupe de banques de France, et c'est une des solutions pour les patentés, c'est-à-dire le copropriétaire, le viniculteur, le perliculteur, le pêcheur, les artisans du Rimaï, d'avoir une retraite décente demain qui est de 100 000 francs pour une cotisation de 8 000 francs, et avec cette cotisation de 8 000 francs, il a justement la protection et l'assurance maladie comprises. Pierre, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est qu'il faudra refaire des émissions, ça c'est sûr. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire qu'il fallait faire ce bilan, et que ce bilan, nous sommes efforcés de le faire, en tout cas concernant la CPS. Encore une fois, je rappellerai que c'est bien Carton Rouge qui aujourd'hui est à l'origine de toutes ces révélations, et donc de cette prise de conscience, et que l'on ne pouvait pas aller dans de nouvelles échéances électorales et de nouveaux personnages qui se présentent pour ne rien dire et ne proposer aucune solution. Donc je rappellerai que Carton Rouge est tout à fait là pour dire fin au monopole et aux ententes des positions dominantes, la création d'un véritable droit à la concurrence et à la consommation pour lutter contre la vie chère, la baisse des cotisations de la CPS. C'est une prochaine émission, Monsieur Marquezine. Oui, mais c'est ça, Carton Rouge. Carton Rouge est là pour dire que c'est bien ça que nous souhaitons, et nous sommes là mobilisés pour dire aujourd'hui, il faut dénoncer ces turpitudes, notre territoire est malade, il faut arrêter ces gens de nous dire que tout va bien et maintenant je vais vous soigner. Je prendrai comme exemple une candidate qui s'appelle Poema Tang dans la première circonscription, qui le matin au tribunal de commerce licencie 75 personnes et les jette dans la rue sans accompagnement, et qui le soir va leur dire votez pour moi, je vous sauverai. Eh ben non madame, on démissionne du tribunal de commerce et on va faire de la politique avec des propositions concrètes. Très bien, Pierre. Monsieur Torofa. Je dirais qu'il faudrait que la population prenne conscience que la situation est très grave. La CPS est dans une situation critique, puisqu'on parle même de la faillite des caisses. Alors, je pense qu'il faut que la population sache et soutient Carton Rouge, à savoir que de demander la démission des administrateurs de la CPS, la mise en place en urgence d'un audit des comptes de la CPS, nomination d'un administrateur judiciaire, et faire entrer les cotisants dans le conseil d'administration, comme nous avions dit et tout à l'heure. Je crois que pour tout le monde, je dis, protégeons nos cotisations, protégeons nos retraites, protégeons nos remboursements médicaux et protégeons le paiement des allocations familiales. Monsieur William, Monsieur Buisson, un mot de la fin. Le mot de la fin, je ne sais pas. Oui, disons que je vais essayer de faire une synthèse générale. Je crois que finalement, oui, cette émission a servi en fait de détonateur pour révéler le mal du territoire, qui est celui de la mise en place de structures, qu'elles soient celles du territoire ou celles de la CPS, totalement démesurées, qui écrasent la collectivité sous un coup tellement considérable qu'au bout du parcours, c'est le système lui-même qui s'effondre, et on voit bien avec le territoire, sans garantir pour autant que ça soit bien géré, car à multiplier les postes et les responsables, vous savez, en mathématiques, on dit que 5 fois 0, ça fait 0. L'arithmétique est une science exacte. Or, il y a eu une grande civilisation avec des gens qui étaient remarquablement organisés. C'était les Romains. Et ils disaient, il n'y a d'administration que d'hommes. Aujourd'hui, en Polynésie, malheureusement, les choix se font plus pour des raisons de clientélisme ou de favoritisme que par compétence. On n'a pas besoin forcément d'autant de ministères, on n'a pas besoin de 60 ou 70 services, de 50 établissements publics. J'ai connu un territoire où il y avait même pas 35 services, où il y avait 5 établissements publics, où il y avait 3000 agents, tout compris pour l'État et le territoire, et ça fonctionnait remarquablement bien. Aujourd'hui, avec 11 000 agents pour le territoire, ça ne fonctionne plus, et non seulement ça ne fonctionne plus, mais le territoire écrase la collectivité privée. Et or, c'est le secteur privé qui crée la richesse, c'est pas l'administration.
Merci. Il y a un autre dernier mot. On a fini, messieurs. Oui, carton rouge, effectivement, face à ce constat, aujourd'hui, le pays est dans le chômage, la pauvreté, la faillite, nous demandons effectivement la démission de nos élus aussi. Ça fait l'objet de notre émission prochaine, monsieur Tétonoui. Voilà. Écoutez, cette émission arrive à son terme. J'avais autour de moi de fortes personnalités, un technicien de haut vol. Ça n'a pas été facile de tenir tout ce beau monde. En tous les cas, merci à toutes, merci à tous d'avoir suivi le premier numéro des débats de Carton Rouge Télévision. Une longue liste, je l'espère, une longue suite, une longue série de débats est en cours de route. Ils sont diffusés sans censure aucune. Nous attendons de pied ferme les détracteurs, nous attendons également de pied ferme ceux qui vont nous encourager. Nous avons fait de notre mieux pour vous dire la vérité que la vérité. Merci pour votre attention, à très bientôt sur Carton Rouge Télévision et franchement, ce que vous entendez, vous l'entendrez jamais ailleurs. À bientôt.